C'est l'heure de votre bulletin d'information. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce journal. L'Union nationale de la presse congolaise, UNPC, vient d'écrire une nouvelle page de son histoire. À l'issue des élections, Kamanda Wakamanda Baudouin a été élu président. Il succède ainsi à Modeste Chabani et découvrez la nouvelle équipe dirigeante de l'UNPC dans ce commentaire signé Ida Maloba. Le journaliste chevronné Kamanda Wakamanda, nouvellement élu à la tête de l'Union nationale de la presse du Congo UNPC, aura la lourde responsabilité de relever les nombreux défis auxquels est confrontée la presse congolaise. Parmi ceux-ci figurent notamment la régularisation du secteur, l'amélioration des conditions de travail des journalistes et la défense de la liberté de la presse. Kamanda Wakamanda ne travaillera pas seul. Une nouvelle équipe dirigeante a été constituée. Il s'agit de l'élection de Cyril Kileba comme premier vice-président et de Mariam Mujingiav-Mouland comme deuxième vice-présidente. Jazbizek Diawembulu a quant à lui été élu comme secrétaire général, accompagné d'Ernest Mukuli Kassongo, qui est son adjoint. La trésorerie sera désormais assurée par Rachel Kitita et Gino Rehema a été élu conseillère à l'UNPC. Et vous le savez, il a été élu président de l'Union nationale de la presse congolaise. Que savoir du parcours dans les médias de Baudouin Kamanda Wakamanda? Son portrait vous est dressé ici par Rachel Liwala. Selon ce journal, les États-Unis visent les chefs des groupes armés qui alimentent les comptes. Né avec une passion pour la médecine, Kamanda Wakamanda n'a pas pu poursuivre ses études médicales en raison des répressions contre les jeunes dans les années 70 en République démocratique du Congo. Face à ces obstacles, il s'est tourné vers des études en linguistique et a progressivement découvert le journalisme en intégrant le quotidien congolais Elima, où il a exercé pendant plus de 5 ans. C'est de là qu'est né son amour pour le journalisme. Par la suite, Kamanda Wakamanda rejoint la Voix du Zaïre RTNC. À l'exception du personnel du Bureau de coordination nationale de l'Interpol, où il faisait partie de l'équipe qui présentait le journal. Malheureusement, l'aventure ne s'est pas terminée comme prévu. Il a été contraint de partir. En 1991, il rejoint l'équipe d'Africa numéro 1 où il est resté pendant 10 ans. Ici, Africa numéro 1, émettant de Mogabi en République gabonaise. Sa carrière a pris un tournant significatif en 2001 lorsqu'il a été approché par les dirigeants de la Radio France Internationale. Kamanda Wakamanda va passer 23 ans dans cette radio où sa voix va résonner bien au-delà des frontières de la RDC, atteignant l'ensemble du continent africain. C'est le 27 juillet 2024 qu'il a annoncé son départ à la retraite à la RFI. Aujourd'hui, il est considéré par beaucoup de jeunes comme un véritable modèle de réussite. Actuellement, président de l'Union nationale de la presse congolaise à l'issue de l'élection organisée au 10e congrès de l'UNPC. Et la première ministre a marqué son engagement envers les défis socio-économiques de la ville de Matadi, chef-lieu de la province du Congo central. Clôturant son séjour dans ce coin du pays, Judith Souminoa, accompagnée de sa délégation, a visité le port privé Matadi Gateway Terminal. La première ministre nous fait ici la restitution de son séjour à Matadi. Suivez. Il s'agit de Zabavi François-Xavier de la République de Côte d'Ivoire, de Joséphine Patricia Ntiam du Gabon, de Joachim Wawerka du Royaume de Suède et de Rémi Maréchaux de la France. Âgé de 62 ans, Zabavi François-Xavier détient une maîtrise en droit. Il a été directeur général des relations multilatérales au ministère des Affaires étrangères de la Côte d'Ivoire, ainsi que directeur de l'Organisation des Nations Unies des institutions spécialisées de l'ONU au ministère des Affaires étrangères. De son côté, Joséphine Patricia Ntiam a un diplôme de hautes études internationales ainsi que des conseillers des affaires étrangères. Elle a exercé plusieurs fonctions au sein du gouvernement gabonais, plus précisément au ministère des Affaires étrangères. Pour sa part, Joachim Wawerka, outre des passages dans des représentations de la Suède, en Égypte et à l'ONU, il a notamment occupé la fonction de directeur adjoint de l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm. Enfin, Rémi Maréchaux est détenteur d'un diplôme de magistère de relations internationales et actions à l'étranger de l'Institut d'études politiques et licence d'histoire. Diplomate de carrière, il a exercé dans plusieurs pays africains et institutions internationales. Vous
venez plutôt là de suivre des nouveaux ambassadeurs qui présentent leur lettre de créance au président de la République, Félix Tshisekedi. Bien, nos excuses. La 12e conférence de présidents du Parlement panafricain à Johannesburg, la République démocratique du Congo est fortement représentée. Et prenons la parole, le président de l'Assemblée nationale congolaise a dénoncé le drame humanitaire dans l'est de la République démocratique du Congo, victime de l'agression rwandaise. Vital Kamerhe a exhorté ses collègues d'autres États d'Afrique à fournir des efforts pour bannir toutes sortes de conflits sur le continent. Les propos de Vital Kamerhe sont recueillis pour vous par Rachel Mavititi. Cette conférence nous permet de consolider les liens, nos liens, j'allais dire, d'asseoir les meilleures pratiques parlementaires pour l'émergence d'une Afrique unie et forte, une Afrique qui doit parler d'une voix. Je dois souligner, chers collègues, que les efforts que nous sommes en train de vouloir impulser à partir de la réflexion, les efforts de développement qui doivent concrétiser notre rêve de voir l'Afrique s'élever et marcher, risquent d'être annihilés si nous n'arrivons pas à ramener la paix sur l'ensemble de l'Afrique. La République démocratique du Congo aujourd'hui connaît une agression, pas de la part des pays venant de notre continent, mais des pays africains qui sont ses voisins. Aujourd'hui, le Burkina Faso, le Mali, la Somalie, le Sud-Soudan ne sont pas en paix. Cela doit nous interpeller dans le cadre de la solidarité africaine pour que tous ces pays, dans un élan de sursaut au niveau du panafricanisme, nous puissions comprendre que l'Afrique ne peut pas attaquer l'Afrique. L'Afrique doit aimer l'Afrique, comme je l'ai dit, et ensemble nourrir les rêves de voir l'Afrique se développer. Et on va chuter avec cet élément, mécontent de l'absence du débat. Quelques députés du Nord Kivu, Sud Kivu et Ituri ont boycotté la plénière. Ces élus qualifient cette prorogation de 15 jours de haute trahison. Leurs propos ont été recueillis pour vous par Rachel Mavitidi. Écoutez-le. L'Assemblée nationale n'est pas une caisse de résonance de qui que ce soit. Tout ce que nous réclamons, que nous soyons écoutés. L'état de siège a démontré ses limites. Aucune ville n'a été récupérée depuis que l'état de siège existe. Et c'est malheureux que lorsqu'on présente une proposition de loi, on ne donne pas l'occasion aux députés que nous sommes de pouvoir en discuter. Ça, nous disons non. Nous sommes des élus, nous ne sommes pas des garçons ou des filles de course de qui que ce soit. Tout ce que nous demandons, qu'on puisse nous écouter. Nous avons été envoyés ici pour ça. Et si cela continue, nous n'allons pas attendre que l'agresseur arrive ici à Kinshasa, nous prendre un sandwich, nous irons là-bas nous battre, puisque c'est pour ça que nous sommes ici. Merci. En 2021, et depuis ce temps, il y a eu plusieurs assises où il a été demandé qu'on lève l'état de siège. À l'Assemblée nationale, le 29 septembre 2021, nous avons voté une résolution pour lever l'état de siège. Ça n'a pas été respecté. Il y a eu un dialogue où on a appelé tous les dignitaires des deux provinces pour lever l'état de siège. Et tous ont demandé qu'on lève. Ça n'a jamais été levé. Et quand on est en train de continuer à proroger, mais vous voyez le nombre de morts qui continue d'augmenter, le nombre de déplacements massifs. Et nous avons en tout cas la conviction aujourd'hui que l'état de siège est devenu un business tout simplement pour les militaires, les généraux qui sont sur terrain. Et donc ça, aujourd'hui, on sait le voir qu'il y a un conflit net entre la population et les officiers militaires qui sont sur terrain. Et donc, on les accuse de faire des exploitations illicites des minéraux, de chercher plus l'argent que d'aller protéger la population. Ils ne se donnent pas parce qu'il y a beaucoup de trafic militaire entre les groupes armés, entre les rebelles et cette armée, certains officiers qui sont de cette armée. Donc il faudra quand même, pour aider notre République, pour aider les chefs de l'État, pour aider la population, il faut quand même qu'on soit franc dans des discussions qui permettront à ce que nous puissions avoir des recommandations d'autres orientations qui permettront à ce qu'il y ait quand même le retour au calme. Il n'est pas dit que s'il n'y a pas état de siège,
le pays ne va pas combattre. Nous avons l'armée qui est toujours disposée à combattre. Avec ou sans état de siège, l'armée combat toujours. Donc nous voulons quand même qu'il y ait de l'ordre pour que les choses puissent redevenir normales. Au moment où je vous parle, pour ce qui concerne la province de l'Ituri, il y a un conflit flagrant entre les militaires et les civils en Ituri. On accuse toute la population d'être des groupes armés, on accuse toute la population d'être des M23. Ça ne peut pas se passer comme ça. On arrête beaucoup de gens en cascade et il n'y a pas de solution et les gens continuent à mourir. Maintenant, par exemple, la RN27 est fermée. Hier, il y a eu plus de 14 morts. Et c'est tout pour cette édition de la mi-journée, Madame, Monsieur. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Restez branchés sur Ouvert Pâturage Télévision pour la suite de vos programmes. Au revoir.